Bonjour à tous et bienvenue dans Politique et Économie, aujourd'hui en compagnie de Roland Hureau. Bonjour monsieur. Bonjour. Roland Hureau, vous êtes agrégé d'histoire, ancien élève de l'école normale supérieure et de l'ENA. Rien que ça, vous avez été le conseiller de Philippe Séguin à l'Assemblée et d'Édouard Balladur à Matignon lorsqu'il était Premier ministre. Vous publiez cet ouvrage, Le Grand Reset n'aura pas lieu, aux éditions de l'Harmattan, un livre inspiré de celui-ci qui a été édité il y a quelques mois, quelques années, par messieurs Klaus Schwab, président du Forum de Davos, et son associé Thierry Malleret, ancien conseiller de Rocard. Covid-19, la grande réinitialisation. Alors on va évidemment parler de ce Covid et du Great Reset qui pourrait le suivre. Alors justement, Klaus Schwab, on le dit, c'est le président du Forum de Davos, qualifie cette pandémie de crise profonde aux proportions bibliques. Oui. Et il ajoute, la pandémie devrait dominer le paysage politique pendant des années. Est-ce que vous partagez son opinion ? Il y en a qui vont essayer, parce que la pandémie est un bon prétexte pour renforcer les contrôles de toutes sortes sur la population mondiale en général et la population des différents pays en particulier, et les gouvernements des différents pays. Là, ça se calme un peu, il faut bien dire. L'enthousiasme n'y est plus du tout pour se faire vacciner. Ceux qui avaient, il y en a très peu. Et encore, on ne sait pas si c'est véritablement le Covid. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait un début d'une autre épidémie, parce qu'avant que ça soit une pandémie, c'est ce que nous appelions banalement une épidémie, et peu que ça soit monté en épingle pour recréer une panique mondiale, parce que... recréer une épidémie, c'est-à-dire, vous pensez il y aurait une volonté je ne me prononce pas, mais ça peut être quelque chose de relativement bénin ou anodin, et si vous avez tous les médias mondiaux, puis tous les organismes décisionnaires en matière de santé et même en matière politique qui ont décidé que ce serait la catastrophe du siècle, et ça peut faire une nouvelle pandémie, ça c'est sûr. Je suis pas sûr que les gens soient... Je crois qu'ils sont globalement... je dirais pas... le Covid... Pour beaucoup de gens, on a tourné la page. Mais par contre, qu'il y ait une nouvelle pandémie destinée à renforcer les contrôles sur la population mondiale et qui sera peut-être pas fabriquée, je me prononcerai pas, mais qui partira de quelque chose de relativement anodin, je ne l'exclus pas. Et c'est peut-être pour ça que M. Schwab dit on en aura d'autres. C'est ça qu'il vous dit. Roland Hureau, quel impact la gestion du Covid a eu sur les inégalités dans le monde ? On le voit bien, les grandes fortunes sont devenues encore plus grandes. Et ceux qui ont fait le plus de bénéfices dans cette affaire-là, ce sont ceux qui étaient déjà les plus riches, spécialement ceux qui étaient dans le domaine du numérique. Et puis... et du luxe. Le luxe, ils étaient déjà très riches, mais je ne crois pas que les achats de produits luxueux aient été stimulés par le Covid en tant que tel. C'est deux choses différentes. Par contre, il y a un bond en avant de toutes les grandes fortunes, en effet, de toutes les grandes fortunes, pour des raisons assez diverses. Et c'est sûrement pas un hasard. C'est sûrement pas un hasard si ces gens qui en ont bien profité sont quand même, ceux qui tirent les ficelles du Forum de Davos et autres instances, ou de l'OMS. L'OMS, le grand patron de l'OMS, c'est un homme privé qui est très riche, c'est Bill Gates. Donc tout ça, c'est pas un hasard. Donc le résultat, c'est qu'au moment où une partie des pays s'appauvrissent, et spécialement l'Europe occidentale, on voit que les plus grandes fortunes s'accroissent. Bon, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Ensuite, de l'expliquer comment, je ne peux pas... Par exemple, est-ce que c'est le libre-échange qui est à la base de cette explosion des inégalités ? Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que la crise du Covid a entraîné une croissance des inégalités, c'est incontestable. Puis il y a des gens qui ont fait fortune, par exemple, ceux qui ont mis les programmes de conférences à distance, ceux qui ont inventé ça ont gagné beaucoup d'argent, c'est légitime, avoir une bonne idée au bon moment. Mais plus globalement, et là je parle des 30 ou 40 dernières années, indépendamment du Covid, il est vrai que le mondialisme creuse les inégalités.
Ça, c'est incontestable. Et ça, ils ne veulent pas le voir. M. Schwab, M. Mallory, qui est un social-démocrate, qui rêve de réduire les inégalités. M. Schwab aussi, dans le rapport, ils rêvent de réduire les inégalités. Ils le disent. Ils le disent pourquoi ? Parce qu'ils sentent que ça va péter. Que si les inégalités s'accroissent trop, la tension politique sur le mondialisme va être telle que ça va éclater. Donc ils disent, quelque part, ce livre de Schwab, qui est encore la Bible du Forum de Davos, il n'y a pas eu de livre qui le remette à jour depuis, c'est au fond beaucoup de choses, mais c'est un message aux riches du monde, faites attention, si vous ne faites pas un peu de social, et si vous ne partagez pas un petit peu, ça risque d'exploser. Il y aura de plus en plus de populisme, de nationalisme, et même dans le même sac, ils mettent de patriotisme. Patriotisme, pour eux, c'est une tare. C'est dangereux, c'est une tare. Donc il y a ça. C'est incontestable, c'est une loi économique. C'est-à-dire que quand vous avez un espace politico-économique restreint comme un État-nation, vous pouvez contrôler un petit peu les inégalités, et puis surtout, vous ne pouvez pas faire des fortunes gigantesques, et puis vous avez un certain contrôle démocratique. Alors que quand vous avez un espace à l'échelle d'un continent ou à l'échelle du monde, ceux qui se débrouillent mieux dans cet espace, ce sont les mieux informés, ce sont ceux qui sont déjà les plus riches, et les pauvres diables qui n'y comprennent rien, ils ne savent pas où ils sont, ceux-là, ils sont une proie facile pour... Oui, ou ils ferment boutique si ce sont des petits commerçants ou des artisans. On voit ce qui se passe avec les boulangers. Mais bien sûr, boulanger et la restauration. Vous avez un paragraphe de M. Schwab pour dire que la moitié des restaurants vont disparaître. Il dit les Français et les Anglais. Mais enfin, il pense aux Français, parce que les Anglais, restaurants anglais, on ne pleurera pas. Parce que ça représente une certaine culture, le restaurant, la gastronomie, la convivialité, etc. Et ça, il déteste. Il déteste tous les lieux de liberté, et le restaurant est un lieu de liberté. Oui, liberté et convivialité qu'on pourrait remplacer par contrôle et distanciation. Complètement, complètement. Oui, parce qu'il ne faut surtout pas que les gens se réunissent entre eux. Il faut parce qu'ils pourraient parler de l'État, de ce qui ne va pas dans le pays et s'organiser. Il faut les séparer. Bien sûr. Et puis, ils préservent un certain mode de vie. Ils préservent une certaine culture qui est liée tout de même à la parole, à l'échange. Klaus Schwab explique que les épidémies ont été à l'origine des grandes réinitialisations de l'économie. Comment se sont-elles traduites dans l'histoire, ces réinitialisations ? C'est absolument pas vrai. D'abord, des grandes épidémies, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu sans doute... la Révolution française, la Révolution bolchevique... Il y a aucun rapport entre la Révolution française et la Révolution bolchevique et quelque épidémie que ce soit. Ce sont quand même les deux plus spectaculaires. Et a fortiori la Révolution américaine. Non, ça fait partie de ces affirmations de gens qui ne connaissent pas bien l'histoire du monde, où c'est une affirmation de propagande. Alors par contre, il y a eu des épidémies dévastatrices, disons entre les Mérovingiens et l'an 1000, qui ont détruit l'Empire romain peut-être aussi sûrement que les barbares. La société de l'an 1000... société féodale très très différente de l'Empire romain. Le rapport entre les deux, je ne sais pas ce qu'il est. On a très peu de données sur la démographie. Et puis vous avez une immense épidémie qui a détruit au moins le tiers de la population européenne. C'est la peste de 1343. Et elle a entraîné des changements importants, sociaux, mais elle n'a pas entraîné de révolution. Elle n'a pas entraîné de révolution politique. Les mêmes forces politiques sont restées au pouvoir. Avec un rapport différent parce que, comme il y avait beaucoup moins de monde, en termes d'offre et de demande, le rapport entre les propriétaires ou les seigneurs d'un côté et puis les tenanciers ou les paysans de l'autre s'est renversé. À partir de cette peste, ce sont les propriétaires qui courent après les métayers, qui courent après les tenanciers. Donc le peuple en a très largement profité. Par exemple, a très largement profité. Mais ça n'est pas une révolution sociale, Étienne. Ça n'est pas, non, c'est une affirmation gratuite de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas et sur lesquelles ils font des affirmations péremptoires. Et puis, peut-on parler de pandémie ? Enfin, je veux dire, le pourcentage de la population mondiale qui a été atteint
véritablement et dont on soit sûr que c'est le Covid, il est infime. C'est 1 ou 2 pour 1000. Alors que c'était 300 ou 400 pour 1000 pour la grande peste. Et pour la grippe espagnole, dite espagnole, qui avait rien d'espagnol d'ailleurs de 1917, la proportion a été tout à fait considérable. Donc ce sont des affirmations gratuites, mais leur idée, eux, c'est que ce qui bouleverse le monde, c'est pas le Covid, ce sont toutes les mesures de confinement, d'encadrement de la population que l'on a prises et dans laquelle ils voient les prémices pour un nouvel ordre du monde qui sera beaucoup plus verrouillé que ce qu'il était dans les sociétés libérales aujourd'hui. Ils voient un modèle autoritaire et de contrôle et ça leur plaît. Et ça leur plaît parce que la dictature leur plaît. La preuve, c'est qu'ils admirent les Chinois. On va en parler de la Chine. Avant, Schwab et Malray veulent remplacer à peu près tout. Ils disent qu'il faut un remplacement des idées, des institutions, des processus et des règles pour créer une nouvelle normalité post-pandémique. Il dit aussi que le monde d'aujourd'hui est meilleur qu'il ne l'a jamais été. Pourquoi vouloir tout changer alors ? Mais parce que ce sont des dingues, pardonnez-moi. D'un côté, on dit le monde est meilleur, peu plus meilleur que ce qu'il n'a jamais été, ce que je crois, quelque part. Je ne parle pas des guerres et tout ça, mais enfin d'ailleurs il y en a eu de bien pire. Mais et de l'autre côté, ils veulent tout changer, mais c'est totalement contradictoire. C'est une pensée totalement contradictoire. Il n'y a pas de raison de tout changer si le monde, globalement, s'est bien amélioré. Les vraies menaces qui pèsent sur le monde aujourd'hui, c'est eux. C'est la disparition des libertés. C'est la disparition de la démocratie. C'est la diminution du commerce mondial et d'autre part de l'activité économique mondiale, puisque toute activité économique est polluante, ça on y reviendra, mais je veux dire que s'il y a un danger, c'est leurs idées. Sinon, le monde irait très bien. Comment expliquez-vous le ralliement du grand capitalisme qui a quand même profité du libéralisme pour émerger à l'autoritarisme de l'État ? D'abord, au-delà d'un certain niveau de richesse, vous êtes amené à gérer des tas d'affaires qui ont pour interlocuteur principal l'État. Parce que les États, malgré ce qu'on dit sur l'ultralibéralisme, etc., ils n'ont cessé de prendre de l'importance dans tout le monde occidental, y compris aux États-Unis, depuis 30-40 ans. Nous n'avons plus de ministère de l'Industrie, mais les États-Unis en ont un aujourd'hui. Il s'appelle le Pentagone. Et une grande partie de l'économie américaine est organisée par l'État est organisée par l'État au bénéfice du complexe industriel et militaire et au principe de la guerre. Et Internet, d'ailleurs, a été inventé au sein du Pentagone. Donc c'est une empreinte, sinon les sociétés privées ne l'auraient pas inventé. Donc vous avez une interconnexion permanente du public et du privé dans cette société que je n'appelle jamais libérale, parce qu'il y a des aspects qui sont totalement antilibéraux, post-libérales, je dirais post-libérales. Et si vous voulez être très très riche, et si vous voulez le rester, surtout, il faut les interférences. Vous voyez les interférences entre Bill Gates et l'OMS, connivence, contrôle, bien sûr. Regardez les interférences. Vous croyez que toute cette opération autour du vaccin aurait pu être possible s'il n'y avait pas un contrôle de l'OMS par Bill Gates et un contrôle du ministère de la Santé français et les autres par je ne sais qui. Mais aujourd'hui, le libéralisme idéal et théorique, où vous avez le secteur privé qui se débrouille et les autres qui... et puis l'État pareil, qui est ailleurs et qui cherche à rester minimal, c'est fini. Ça n'est pas du tout la situation actuelle. Alors pourquoi sont-ils... je ne sais pas, ils ne sont peut-être pas tous comme ça. Vous avez Elon Musk, par exemple, qui cherche... qui cherche à... renverser la tendance. Est-ce qu'il est sincère ou pas sincère, on en discute. Mais il a pris le contrôle de Twitter pour éviter que Twitter ne devienne une censure mondiale, ce qu'il était jusqu'à une date récente, et qui continue de l'être d'ailleurs, je crois, parce que la prise de contrôle n'est pas achevée. Au bénéfice de l'idéologie dominante qui est à la fois, qui se prétend libérale, mais qui est surtout mondialiste et libertaire. Bon, j'ajoute que rêver d'un État mondial qui soit libéral, c'est une absurdité parce que chez Jean-Jacques Rousseau et d'autres, vous trouvez l'idée que plus un État est important par
sur sa périphérie, sa population, moins il a vocation à être libéral, plus il a vocation à être centralisé, voire dictatorial. Ça, Donc si vous faites un État mondial, de même d'ailleurs que l'Europe continentale telle qu'elle existe, elle dit je suis européen et libéral. C'est ridicule. Si l'Européen n'est pas libéral, parce que s'il rêve d'une puissance politique et qu'il représente un continent entier, il ne peut pas imaginer une seconde que cette puissance politique sera libérale. Pourquoi ? Parce que le libéralisme, ça suppose qu'on suive les gens de près, comme la démocratie. C'est Jean-Jacques Rousseau qui le dit. Jean-Jacques Rousseau dit que la démocratie était possible que dans le canton de Genève. Ensuite, vous avez quelqu'un comme Pierre Manin qui a montré que le berceau de la démocratie, ça a été les États-nations d'Europe occidentale, essentiellement la France et l'Angleterre, parce qu'ils n'étaient pas continentaux, parce que c'était des nations. Et quand vous avez un État beaucoup trop grand, les contradictions à régler sont beaucoup trop importantes, donc vous y mettez une férule très forte dessus. Et c'est le seul moyen d'empêcher que tout ça n'éclate. Alors, il y a le cas des États-Unis. On pouvait dire, ah oui, mais les États-Unis, c'est une grande démocratie et c'est très grand, très peuplé. Parce qu'il faut qu'on voit ce que deviennent les États-Unis. Les élections sont truquées. Là, vous avez une censure généralisée, le déclin de la liberté d'expression dans les universités, le monolithisme de la presse. Les États-Unis sont en train de dériver vers une société non démocratique. Ça, c'est très clair. Donc, il n'y a plus d'exception américaine sur ce plan-là. Vous distinguez deux tendances dans ce projet du Great Reset créé par Monsieur Schwab. C'est la décroissance économique et la décroissance démographique. Alors on va commencer par la première, la décroissance économique. Elle est expliquée dans son ouvrage, un précédent ouvrage qui s'appelle La 4e révolution industrielle. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est la même idée, vous savez, depuis le début du 19e siècle. Il y a toujours des gens qui pleurent en disant il y aura beaucoup de chômage parce qu'il y aura trop d'hommes et pas assez et trop de machines, trop d'hommes et trop de machines. Et puis on répète ça depuis au moins 1830. Vous aviez eu un mouvement ouvrier à l'époque qui avait cassé les machines. Et puis malgré ça, l'emploi a suivi la population. L'idée n'est pas très intelligente. Elle ignore aussi certaines lois économiques qui veulent que dans un marché parfait, on arrive à trouver de l'emploi pour tout le monde. Là, est-ce que la destruction créatrice de Schumpeter va être efficiente ? Mais ça, Schumpeter, c'est pas du tout ça qu'il a dit. Schumpeter a dit que quand il y a un progrès économique, il y a des industries qui ne sont pas adaptées à ce progrès, mais pour que les nouvelles apparaissent, il faut que les anciennes disparaissent. Mais cette destruction, elle est créatrice d'emplois. Et eux, ils disent pas ça. Ils disent que globalement, il y aura de moins en moins d'emplois. Oui, ils disent les niveaux de chômage sont voués à augmenter à l'échelle mondiale dans un avenir prévisible. Je crains que ça soit vrai, mais pour toute autre raison. C'est-à-dire que plus vous avez un espace économique large, plus les ajustements, qu'est-ce que c'est le plein emploi ? C'est un bon ajustement entre le capital humain et le capital tout court, ensemble des entreprises. Donc cet ajustement, il est plus facile à faire dans un petit ensemble que dans un grand ensemble. Quand vous créez, à force de libre-échange et de mondialisme, de très grands ensembles, les ajustements deviennent très difficiles. Et donc vous avez beaucoup de gens qui sont sans emploi ou beaucoup de machines qui ne trouvent pas d'ouvriers pour les faire marcher. C'est inadmissible. Je veux dire, il y a dans la jeunesse aujourd'hui, avec la mode végan et tout ça, il y a une lutte contre le gaspillage, un scandale, le gaspillage qui est considéré comme un scandale, une volonté d'avoir une... C'est un scandale, le gaspillage, non ? Non. Gaspiller de la nourriture, ça vous pose pas un problème éthique ? D'abord, c'est qu'elle est mal distribuée. S'il y a des gens qui en ont besoin ailleurs, il faut le rapporter, mais c'est pas facile à organiser. Non, parce qu'il y a des emplois derrière. Parce que si vous réduisez l'économie, vous mettez, avec une technique qui reste quand même très productive, vous mettez des tas de gens au chômage. Et vous avez un volant universel de chômage, de gens qui sont voués à percevoir
le minimum garanti, le revenu universel, mais qui vont passer leur vie à siroter des bières sur leur canapé et à regarder des films débiles devant eux. Et c'est pas un avenir pour les jeunes, ça. C'est pas un avenir pour les jeunes. Alors les jeunes, on a tellement matraqué l'esprit des jeunes qu'on leur a pas fait comprendre que quand il y a quelque chose qui est produit, il y a des gens qui sont employés. Et que si vous réduisez la production, il y a des gens qui sont au chômage. Or, je pense que, comme il y a un problème de frottement, qu'il y a parfois plus de production qu'il n'est nécessaire, bien sûr, on peut considérer que c'est un affreux qui est du gaspillage, mais c'est des problèmes d'organisation. Par contre, il y a quand même des gens qui continuent à travailler. Et vous supprimez, par exemple, vous considérez que 10% de la production alimentaire, ça, je voudrais bien qu'on comprenne ça, que 10% de la production alimentaire est gaspillée, et c'est un peu vrai avec les dates de péremption et tout ça, enfin 10%, vous arrangez pour supprimer ces 10%, vous aurez 10% de chômeurs en plus. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces chômeurs? C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire bière, canapé, télévision, ou sous la surveillance d'un œilleton qui sera Big Brother, quoi, selon le fameux roman de Aldous Huxley. C'est normal qu'il y ait... Alors je dis pas qu'il faut gaspiller, mais je dis qu'il faut être réaliste. Le grand défaut de ces gens-là, c'est qu'ils voient pas la question de l'emploi, que la dignité humaine, ça passe par l'emploi. Alors vous avez, je sais pas, des humanistes, voire des ecclésiastiques, qui adhèrent à ces idées-là, qui vont dire surtout pas de gaspillage, qui vont vous dire le travail, la dignité de l'homme, c'est d'abord le travail, etc. Oui, mais pour donner du travail à tout le monde, il faut pas la décroissance. Dès lors que les techniques ne cessent de progresser, vous avez forcément des gens on aura moins besoin de main-d'œuvre dans certains secteurs. Et si vous ne trouvez pas de nouveaux besoins, mais ces gens-là, ils vont rester au chômage. Parce que dès lors que... Et donc, il est très Justement, important... sur la question de l'emploi et du chômage, pourquoi le protectionnisme, c'est un gros mot dans l'idéologie de Davos? Contrairement à ce qu'on croit, le protectionnisme est un facteur d'emploi, pas forcément des mêmes, parce que l'ajustement global entre... la machinerie industrielle ou bureaucratique d'un côté qui crée des emplois et le capital humain les hommes, d'accord ? Cet ajustement est le problème principal de la planète, parce que s'il se fait mal, vous avez des chômeurs partout. Et cet ajustement est techniquement beaucoup plus facile à organiser dans un espace économique petit ou moyen, par exemple l'échelle de la France, qu'à une échelle comme l'échelle de l'Europe, c'est déjà beaucoup plus difficile. Alors l'échelle du monde, n'en parlons pas. Donc ça a été connu. Par exemple, les États-Unis ont été à la fois le plus grand des pays industriels et celui où les problèmes de chômage étaient les plus aigus. Alors le protectionnisme, il ne faut pas que les gens poussent des hauts cris en disant il veut fermer toutes les frontières, etc. C'est Hitler, c'est l'autarcie. Oui, je rappelle une chose, c'est que partisans de l'autarcie, il y avait encore une autarcie de crise, pas une autarcie définitive. Il y avait Hitler, il y avait Mussolini, il y avait le Mahatma Gandhi aussi, qui était tout à fait conscient que les Anglais avaient ruiné la magnifique industrie indienne, qui était un gros artisanat, qui existait au début du XVIIIe siècle, par le libre-échange. Donc Mahatma Gandhi a... Gandhi qui était d'ailleurs, on le sait assez peu, un admirateur de Mussolini. C'est autre chose, ça. Et puis, je ne sais pas ce qu'il pensait. Mais enfin, en tous les cas, Gandhi était pour l'autarcie contre les Anglais. Alors, il est vrai que les Anglais ont été en avance de 20 ans, en gros, sur le reste de l'Europe au moment de la Révolution industrielle. Et ils ont prôné le libéralisme. Enfin, ils avaient des lois protectionnistes qui favorisaient leurs agriculteurs, mais ils ont transformé en loi de libre-échange. En 1830, les lois Cobden. Et puis, les autres pays d'Europe qui ont voulu les rattraper, ils ont fermé les frontières.
d'Europe ou les États-Unis. Les États-Unis ont fermé leurs frontières aux produits anglais, les Allemands ont fermé leurs frontières aux produits anglais, les Français l'auraient fait, sauf que Napoléon III était un anglomane, et quand il a vu que les Anglais pratiquaient le libre-échange, il a essayé de faire le libre-échange, donc ça a un peu ralenti notre croissance industrielle, il n'aurait pas dû. Et donc, ensuite, tous ces pays ont rattrapé. En 1914, l'Allemagne et les États-Unis ont dépassé l'Angleterre grâce au protectionnisme. C'est-à-dire, et l'Inde n'a pas pu la faire parce que c'était une colonie, donc elle est restée très en arrière. On va faire une pause. C'est important. Alors aujourd'hui, je ne suis pas pro le protectionnisme en soi, mais c'est un instrument. Il y a le libre-échange est un instrument, le protectionnisme est un instrument. Dès que vous êtes bloqué par esprit de système sur l'un ou sur l'autre, vous êtes un idéologue. La vraie politique qui ne soit pas tributaire de l'idéologie, c'est une politique pragmatique où tantôt on prend cet instrument, tantôt on prend cet autre, tantôt on suit telle logique, tantôt on suit tel autre. Mais à Davos, ce sont des idéologues et ils veulent le libre-échange absolu dans le monde. On va faire une pause, Roland Hureau, on va analyser dans la deuxième partie cette idée à Davos d'une réduction de la population mondiale. On se retrouve dans un instant. On continue notre entretien avec Roland Hureau. Alors, continuons justement avec cette idée d'une réduction de la population mondiale voulue par Davos. Comment on s'y prend pour réduire, comment veulent-ils s'y prendre pour réduire cette population mondiale ? Ils ne le disent pas de manière aussi brutale que ça. Et c'est pas. Mais on sait que les milieux mondialistes et les grands milliardaires qui tournent autour ou qui sont même derrière pensent qu'il y a trop d'hommes sur la Terre et que pour se sentir plus à l'aise, mais surtout pour freiner le réchauffement climatique, il faut réduire la population mondiale. Alors certains disent même qu'il faut la réduire de 9/10. C'est-à-dire que vous avez je crois qu'on est à 8 milliards d'hommes, et il y en a 9/10, ça fait il y en a au moins 800 000 qui sont destinés à survivre et les autres à mourir, on ne sait pas comment, ou en tous les cas à ne pas naître. C'est ce qu'on appelle le malthusianisme. Ça a toujours existé, sauf que vous n'aviez pas tous les puissants de ce monde qui partageaient cette idée. Non pas parce qu'ils ont réfléchi, mais parce que contrairement à ce qu'on croit, vous mettez dans une salle 50 super milliardaires, tous très très riches, vous apercevez qu'il y a des phénomènes de mimétisme absolument extraordinaires qui jouent au milieu d'eux. C'est-à-dire que si vous êtes un influenceur suffisamment efficace pour leur faire passer une idée, ils la prennent. Alors, c'est une idée absurde, d'abord le rapport entre la population mondiale et le réchauffement climatique. Vous pesez tous les hommes, je me suis amusé à le faire, j'ai lu les chiffres, vous pesez tous les hommes de la Terre, et puis vous le rapportez au poids de la Terre, au poids de la planète, c'est archi-dérisoire. Vous supprimez tous les hommes. Quelqu'un comme Atlas, le dieu Atlas qui porterait la Terre sur ses épaules, ça n'apercevrait pas. Mais surtout, ils ignorent ce qui se passe. C'est-à-dire que la croissance démographique à laquelle nous assistons n'est pas un modèle exponentiel, comme on le croit, c'est-à-dire destiné à s'accélérer. C'est un modèle, c'est une courbe de Gauss dont le taux de croissance, si vous êtes un petit peu mathématicien, est en train de baisser. Et en arrivant au maximum autour de 2060, 2065. Et après 2065, la population va baisser. Comment le sait-on ? C'est que le taux de croissance de la population mondiale en 1870, il était de 2% par an, et aujourd'hui il n'est que de 1% par an. Vous tirez un trait, puis vous prolongez. Et vous voyez que l'Amérique est en récession démographique, pratiquement, les deux Amériques. Vous avez l'Europe occidentale, n'en parlons pas, sous réserve de l'immigration. La Russie, tout l'Est aussi, la Chine aussi. Il n'y a que l'Inde qui est encore au-dessus du taux de reproduction et ils freinent les quatre fers parce qu'ils veulent devenir plus peuplés que les Chinois. Si on réduit la consommation d'énergie comme on veut le faire aujourd'hui, Roland Hureau, ça va entraîner une baisse du niveau de vie. Est-ce que cette baisse du niveau de vie, c'est pas aussi un moyen de réduire la population mondiale de manière artificielle ? Non, parce que ces consignes de réduction de la consommation d'énergie, sobriété énergétique, elles ne sont entendues que par 10% de la planète. Elles ne sont entendues qu'en Europe occidentale. Elles sont entendues un petit peu aux États-Unis, pas par tout le monde.
Mais le reste du monde, ils s'en foutent. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. D'abord, le rêve, c'est la consommation d'énergie par tête, c'est un indice de développement. Donc, ils se disent on est à un niveau qui est la moitié ou le quart de ce qu'est l'Europe ou ce que sont les États-Unis. Les États-Unis consomment beaucoup plus que les autres parce qu'ils ont des climatiseurs. Les climatiseurs, et nous n'avons pas de climatiseurs en général. Et ils se disent donc, pour rattraper le niveau, il va falloir qu'on fabrique beaucoup plus d'énergie. Ce qui fait que jamais, autant qu'aujourd'hui, on a construit de centrales à charbon. Oui, l'Allemagne. L'Allemagne se remet aux centrales à charbon. Et nous avons, il y a 2-3 ans, supprimé les centrales à charbon, alors que les centrales à charbon sont nécessaires pour gérer les énergies de type éolien, les énergies dites renouvelables. Si vous avez des énergies renouvelables et pas de centrales à charbon pour amortir les chocs, les inégalités, mais les énergies... Le coût d'assurance de l'incertitude des énergies renouvelables est tel que l'énergie devient très très chère. Alors, non, ça c'est un petit détail technique, comme on l'a expliqué hier, j'essaie de reproduire cette science toute neuve, vous comprenez. Nous représentons l'Europe occidentale, qui est la seule à prendre tout ça au sérieux. Elle représente 11% de la consommation mondiale. Et j'ai bien la consommation, je ne parle pas des stocks. Hein. Et nous, 1%. C'est-à-dire que si toute l'Europe arrive à la neutralité carbone, qui est une foutaise, pardon, le reste du monde va continuer sa voie et ils vont faire... Alors à Davos, ils y vont. Il y a des Chinois à Davos, il y a des Japonais. Enfin, le Japon, c'est un peu spécial, mais vous avez des Brésiliens, vous avez des gens du reste du monde. Mais ils rigolent doucement. Ils applaudissent, ils font des paroles, ils inondent de bonnes paroles des gens qui sont assez crédules finalement, pour dire que nous aussi, on va s'y mettre à réduire la consommation d'énergie, mais pas tout de suite. On voudrait d'abord se mettre à votre niveau. 2030, c'est ce que disaient les Chinois. D'abord, on arrive à 2030 avec une croissance exponentielle de la production d'énergie, charbon et nucléaire. Et ensuite, on verra. Il y a des gens assez naïfs pour croire ça. Mais c'est un suicide de l'Europe, parce que l'Europe occidentale est la seule à avoir ces perspectives-là. Et n'aura aucune influence sur le bilan global de la planète. Sur la politique climatique, Roland Hureau, justement, j'aimerais qu'on cite Bill Gates, parce que vous le reprenez dans votre ouvrage. Si les hommes se plaignent des mesures prises pour lutter contre le Covid, que diront-ils quand commencera une véritable politique climatique ? C'est quoi les grands axes de cette politique climatique imaginée à Davos ? Elle n'est pas imaginée, elle est en œuvre. Vous avez eu, au milieu de l'année dernière, de 2021, a été produit à Bruxelles, a imposé aux autres pays d'Europe un plan écologique qui s'appelle, je crois, Eurogreen. Le Green Deal. Oui, le Green Deal, ça s'appelle Green Deal, mais le plan, je crois qu'il s'appelle Eurogreen, qui prévoit des choses extraordinaires. Disparition des véhicules automobiles à essence ou à gazole d'ici 10 ans, véhicules électriques généralisés à horizon 2030. Réduction des effets de serre, des gaz à effet de serre de 55%. Oui, et neutralité carbone, oui, mais sur le territoire européen. C'est-à-dire, dans le jour où l'automobile était une des grandes industries européenne, c'est qui soutenait l'économie française, l'économie allemande, l'économie italienne. Ça veut dire que c'est un suicide. Et je ne parle pas de l'aéronautique, qui était aussi très important. Au-delà du suicide, est-ce que c'est réalisable au moins ? Bon, si vous cassez tout, oui. Non, mais est-ce qu'ils ont imaginé ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour réduire les gaz à effet de serre de la moitié, de 55%? Non, ça c'est une autre question. Je pense que, puisque vous ne toucherez que 10% de la consommation, de la production de gaz à effet de serre du monde, et pour ça, à supposer que ça soit envisageable, il faudrait rallier tous les pays de la planète à ce projet. Or, ils ne s'y rallient pas du tout. C'est ça que vous voyez que... Pourquoi ? Alors, je me suis demandé, mais pourquoi fait-on à Bruxelles ? Bruxelles, c'est des mimétiques. Je veux dire, ils font qu'exécuter ce qu'on leur dit à Davos, ce que leur dit le GIEC, etc. Il n'y a pas une once de matière grise à Bruxelles. C'est une machine exécutive des impulsions qui viennent des grandes institutions mondiales, ou mondialistes. Il reste que
La voiture électrique, par exemple, bon, pour le moment, elle est pour les ultra-riches. Mais pour la faire à bon marché, nous ne saurons jamais le faire. C'est les Chinois qui vont nous inonder de voitures électriques. C'est-à-dire que notre industrie automobile sera détruite. Et puis il y a des tas de problèmes dans la voiture électrique. Par exemple, il y a des composants qui sont ce qu'on appelle des métaux rares. Des métaux rares. Ces métaux rares sont produits très peu dans le monde, un peu en Chine et un peu dans ce qu'on appelle le Zaïre, autrefois, le Congo ex-belge, dans des conditions humaines, le cobalt et quelques autres, et les terres rares, ce qu'on appelle les terres rares, qui sont des petits métaux très petites quantités, dans des conditions qui sont de l'esclavage. C'est l'esclavage antique. C'est quand vous voyez des péplums où vous voyez les esclaves travaillant dans les mines de sel de l'Antiquité. D'autant qu'il faut beaucoup d'eau et de pétrole pour extraire ces matières premières. Bien sûr. Le bilan carbone de la voiture électrique, certains disent qu'il est plus négatif que la voiture à essence. D'autant que d'énormes progrès ont été accomplis au cours des dernières années pour réduire les consommations. Vous achetez une voiture neuve aujourd'hui, bas de gamme, à essence ou à gazole, vous consommez 3 fois, 4 fois moins qu'il y a 10 ans. Et les rejets ont été très largement contrôlés. Il n'y a presque plus de rejets, spécialement le gazole. Il n'y a pas aujourd'hui d'énergie plus propre que le gazole. Et je me demande cette haine du gazole, si ce n'est pas la haine du peuple, quelque part. Des élites qui haïssent. Du gasoil qui, on nous incitait à en acheter des voitures. Oui, mais ça, c'est passé. Avec du diesel dans les années 2000. C'est passé. Donc, non, ces objectifs ne sont pas atteignables. Mais si vous prolongez, si une fois que tous les pays du monde se seront dotés de ce qu'ils veulent, notre consommation globale, nous, les pays occidentaux, de carburant fossile, elle est plutôt en baisse. Bon, quand tous les pays du monde seront arrivés à un niveau où ils peuvent relâcher la pédale, je ne sais pas si ce sera la catastrophe. D'autant qu'il y a une autre illusion aussi, c'est le fait que nous manquions de ressources. En réalité, nous avons encore officiellement 50 ans, parce que comme on fait plus, tout dépend du nombre de recherches, des recherches qu'on fait. On a bloqué la recherche du pétrole depuis 10 ans. Donc nous n'avons plus que 50 ans de réserve. Mais si on la relance, on aura 100 ans de réserve. C'est-à-dire que chaque fois qu'on vous dit le pétrole ou le gaz vont manquer, on vous dit il n'y en a plus que pour 50 ans. Au bout de 50 ans, on vous dit il y en a encore pour 50 ans, ainsi de suite. Donc on peut estimer que vers... Alors pourquoi on peut estimer qu'au moins là, jusqu'à 2400, et 2400 c'est plus nous. Pourquoi cette obsession? C'est un mystère, parce que c'est un véritable suicide de l'Europe. Un immense orgueil de se dire, les Européens, d'un côté on veut détruire la civilisation européenne par la ruine économique, par l'immigration, par la destruction de la culture, et de l'autre côté, nous avons cet orgueil de dire si les Européens montrent la voie, les autres vont suivre. Les autres, ils se foutent de nous. Que nous nous suicidions, ils rigolent doucement, à commencer par les Chinois. Vous dites, l'État profond américain rêve d'abaisser autant que possible l'Europe. Ils n'ont pas besoin d'une Europe un petit peu sur pied pour qu'ils puissent nous exporter leur production ? Oui, mais ils ne sont pas rationnels. Il ne faut pas s'imaginer que les très puissants de ce monde sont rationnels. Je peux vous citer des exemples au Proche-Orient d'actions qui ont été faites par les Américains et qui se sont retournées contre eux. Ils ont, en Irak, ils ont détruit un État sunnite, ils ont mis en place les chiites, et maintenant, les chiites qui sont subordonnés à l'Iran. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une parfaite rationalité chez les puissants de ce monde. Donc ils peuvent se tirer des balles dans les pieds. Je crois que tous ceux qui prônent la décroissance ne se rendent pas compte que s'il y a des très riches, c'est qu'il y en a de moins riches, et s'il y a de moins riches, c'est qu'il y a une économie qui tourne et qui fonctionne. Donc cette volonté de détruire les fondements économiques de l'Europe d'abord et du reste du monde ne peut et puis la population ne peut se traduire que par un appauvrissement de ceux qui sont en haut de la pyramide. Il faut pas. C'est très difficile de comprendre comment ils raisonnent. Et puis, cette idée de surpopulation, elle avait un sens il y a 30 ans, puis par une espèce d'inertie, de force d'inertie, aujourd'hui elle est dans les têtes. Mais je vous disais qu'à partir de 2060, la population va baisser. Et pour l'Afrique, qui elle va continuer à augmenter, mais c'est à partir de 2080
et le ABC. Mais vous avez un grand démographe français qui est Jean Bourgeois-Pichat, successeur d'Alfred Sauvy, qui, dès 1988, a fait un schéma pour montrer que la population de la planète disparaissait. Il suffisait de prolonger les courbes. C'est-à-dire que ça monte, ça monte, ça monte, ça stagne et puis ça redescend. Vous prolongez les courbes. Si vous n'avez pas d'événements majeurs qui viennent les infléchir, il n'y a plus de population sur la Terre en 2400-2500. Personne, jusqu'ici, ne les a réfutés. C'est-à-dire qu'on n'a pas observé quelque part un événement qui vienne contredire la courbe de Gauss dans laquelle nous nous situons. J'aimerais qu'on avance aussi sur l'une des lubies de Klaus Schwab, c'est le contrôle des populations. Et à ce propos, Klaus Schwab étudie de très près le modèle chinois. Oui, pas que lui. Il y a tous les oligarques du monde occidental. Ils ne sont plus démocrates, ils ne peuvent plus être démocrates puisqu'ils cherchent à manipuler le monde de très haut. Ils considèrent que les peuples, ce sont des gens qui sentent mauvais, qui sont populistes, qui sont peut-être plus bons à rien avec les nouvelles technologies, etc. Et donc, il y a un immense mépris des populations. Donc ils se disent, nous aimerions contrôler, nous ne sommes pas très nombreux, c'est pas la bourgeoisie française de base, c'est ces gens. Mais il y a peut-être 4 ou 5 Français qui font partie de ces gens-là, je ne veux pas citer des noms, mais enfin on devine. Ils disent que l'endiguement de la pandémie nécessitera un réseau de surveillance mondiale. Ouais. Ils poursuivent. L'inconvénient est bien sûr que cela légitimerait un nouveau système de surveillance terrifiant. Ils sont quand même au courant que ça serait terrifiant d'espionner tout le monde. Avec le passeport sanitaire, le passeport carbone, la monnaie numérique. C'est des larmes de crocodile. Klaus Schwab, avec sa peau tannée, là, etc. Il a un côté... Vous savez que son père était nazi quand même. Son père était nazi. Et puis lui, jusqu'en 1970, il a travaillé dans l'industrie nucléaire sud-africaine, parce que les Sud-Africains s'étaient dotés d'une arme nucléaire. Il les avait aidés. Depuis, il a changé. Il est devenu ultralibéral et il ne sera pas le premier. Biden aussi a commencé une forme de... Il était dans les plus racistes du Congrès des États-Unis. Et puis maintenant, il est à l'extrême gauche. Il veut... Enfin, toujours est-il que ils sont... c'est sûr que... Je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qui les anime, mais il est conscient qu'il y a le problème. Alors il fait des concessions en disant je me rends compte qu'il y a un problème. Mais quand vous regardez le reste de son discours, vous voyez qu'il propose pas des mesures très très énergiques pour casser les moyens techniques qui permettraient de contrôler la population. Nous avons des possibilités extraordinaires en France avec l'informatique pour ficher toute la population. Mais on a instauré la Commission nationale informatique et liberté pour casser les réseaux trop importants de contrôle. Au niveau mondial, personne ne dit qu'il faut faire ça. Or, il faudrait le faire. Il faudrait qu'il y ait une volonté collective de préserver les libertés. Et ces gens-là n'ont absolument pas l'intention de préserver les libertés. Donc, il dit de temps en temps qu'il y a une menace sur les libertés, mais tout le reste de son discours tend au contraire à conforter la restriction des libertés. Et en particulier son idée sur le fait qu'il y aura de plus grandes pandémies. Je crois que c'est... On le voit aussi dans leur ouvrage, Schwab et Malray, qu'ils critiquent jamais la Chine. Est-ce que ça voudrait dire que Pékin est aligné sur leur idéologie du mondialisme ? C'est difficile à dire. Sur le plan... La diplomatie, c'est compliqué, c'est subtil comme un État. C'est grand et c'est compliqué. Je crois que sur le plan géopolitique, il est très clair que les Chinois sont avec les Russes contre l'Occident. Enfin, l'Occident, les gouvernements occidentaux, moi je ne vous considère pas comme l'Occident. Je ne me reconnais pas dans la politique de Macron ou de Biden, mais ils sont alliés. Ça, c'est la politique, c'est la guerre. C'est le premier niveau, le niveau le plus élevé. Ça n'empêche pas que sur d'autres plans, il y ait des coopérations. Et il me semble, on n'a pas de communiqué commun, qu'il y a eu une coopération entre les pays occidentaux, les grandes sociétés pharmaceutiques et puis la Chine pour gérer la crise du Covid. Alors, j'ai pas de preuves. Mais vous comprenez que les Chinois, ils voient des Occidentaux, des gens très puissants en Occident qui viennent leur dire
Écoutez, nous avons trouvé le moyen de réduire la population mondiale et de détruire l'industrie européenne et américaine. Ben, ils vont dire bravo, on est avec vous, ça les gêne pas. Et donc ça pourrait se traduire par des coopérations avec les Chinois. Ils voient des Européens, ils voient des Occidentaux suicidaires pour leur propre civilisation. Ils sont pour la monnaie numérique, les Américains comme les Chinois. Les Chinois sont déjà le yuan numérique. Et surtout l'Union européenne. Permet de contrôler tout ce que les gens achètent. Oui, mais nous devrions ne pas l'accepter. Or, l'Union européenne, la Commission de Bruxelles, l'a planifié. C'est extraordinairement dangereux. Vous ne pourrez pas aller acheter une baguette de pain quelque part sans qu'on vous ait repéré. Ce qui fera passer partout avec sa carte bleue. Même en Chine, il paraît que les mendiants, ils n'ont plus d'argent, ils ont simplement un compte en banque quelque part. Et si vous leur donnez quelque chose, vous présentez votre carte bancaire. Ça, c'est un point clé de la préservation des libertés. Mais on ne sent pas une volonté de préserver les libertés malgré ça. Bien au contraire. Vous évoquiez tout à l'heure la guerre en Ukraine et vous faites un lien avec le forum de Davos. Oui. C'est quoi le rapport ? Il est très clair parce que aussi bien l'année dernière que cette année, surtout l'année dernière, ils faisaient tous la gueule au dernier forum de Davos, c'était en janvier. Ils sont catastrophés par la guerre d'Ukraine. Parce que, pour des raisons qu'ils cherchaient, il n'y a que Henry Kissinger qui est quand même un cran au-dessus des autres. En juin l'année dernière, parce qu'en janvier. Oui, juin, mais ça a recommencé en janvier, il y a 15 jours. Cette année, Henry Kissinger a dit qu'il faut absolument négocier très vite. Mais il est le seul à avoir dit ça. Il a 98 ans, Henry Kissinger. Il est le seul dans les intellectuels américains à vouloir vraiment pousser Zelensky à la négociation. Dans les membres de l'oligarchie, il n'est pas peut-être pas très riche, mais il est plus que vous et moi, mais il n'est pas. C'est pas seulement un intellectuel. Alors les intellectuels qui sont contre la guerre en Ukraine, il y en a beaucoup quand même. Il y a Marsheimer, il y en a beaucoup d'autres. Ce rapport alors entre la guerre et Davos, vous dites ils faisaient tous la gueule. Parce que si vous avez un projet mondialiste, dans leur esprit, ça voulait dire que les idéaux, entre guillemets, de la démocratie occidentale, qui n'est plus du tout démocratique, devaient s'étendre progressivement sous la forme d'une adhésion à l'OTAN et une adhésion à l'Union européenne. C'est ce projet idéologique qui est fondé sur l'idée d'une supériorité d'une civilisation qui doit s'étendre à la terre entière, qui a fait qu'on n'a pas trouvé de compromis en Ukraine, parce que tous ces globalistes, ils voulaient absolument que l'Ukraine rentre dans le giron et de l'OTAN et de l'Union européenne. Ce que les Russes, pour des raisons qui ne sont pas du tout idéologiques, qui sont géopolitiques, ne pouvaient pas accepter. Et c'est ça la cause de la guerre. Et je crois qu'avec une certaine naïveté, on pensait que les idées du forum de Davos, qui sont également les idées de l'oligarchie américaine, allaient s'étendre dans le monde. Et puis là, ils voient une résistance très, très déterminée. Il ne faut pas être très grand pronostiqueur pour penser que la résistance des Russes va gagner. C'est-à-dire qu'elle va empêcher définitivement l'extension de l'Union européenne et de l'OTAN vers l'Est. Donc le monde va être coupé. Et c'est pas du mondialisme, là. Si vous avez un bloc chinois, un bloc russe, et peut-être quelques autres, ça prouve que le mondialisme, tel qu'il le concevait, a échoué. Et avant même de connaître l'issue de la guerre, ils ont bien compris que... Alors, s'il y avait la perspective que les États-Unis gagnent la guerre d'Ukraine, puisque c'est les États-Unis qui font la guerre, c'est pas les Ukrainiens, mais ils sont pas bêtes au point de l'imaginer. Je veux dire, ils sont quand même très bien informés de ces choses-là. S'il y avait cette perspective, on pourrait dire on continue, puis on va faire rentrer la Russie au forum de Davos, et puis on la fera rentrer dans toutes les associations internationales, et on constituera progressivement la toile mondialiste. Mais là, il y a des gens qui disent niet. Et il n'y a pas que les Russes qui disent niet, vous avez les Chinois qui disent niet. Et si vous pondérez par la population les pays qui ont refusé de condamner la Chine aux Nations Unies, vous trouvez 80% de la population mondiale qui a dit niet à ce modèle. Alors, ils vont tourner un petit peu en rond, oui. Sur ce lien entre la guerre en Ukraine et Davos, vous dites que l'Europe occidentale cesse d'acheter du pétrole, du gaz, des engrais ou du blé russe, et que les prix de ces denrées s'envolent en privant les plus pauvres, va tout à fait dans le sens de l'orientation prônée par Schwab pour la réorganisation de la planète. Oui, parce que ce sont en gros les mêmes qui ont décidé des sanctions très radicales à l'égard de la Russie,
Notamment en disant on vous achète plus le pétrole, on vous achète plus le gaz, c'est la principale chose. Ce sont les mêmes qui vous disent qu'il va falloir se priver de pétrole et de gaz et supprimer les mêmes, je ne vous dirai pas des noms. Vous avez Mme von der Leyen et des Américains derrière, des conseillers américains derrière. Je pense que vous me demandiez pourquoi le plan des gens de Davos il y a 2 ans, c'était on serre la ceinture à tout le monde avec la menace du Covid, et après on embraye sur la menace du réchauffement climatique. Mais il y a eu la guerre entre-temps. Ouais. Et la guerre entre-temps qui leur fournit un nouveau motif de contrôler les populations, et y compris d'imposer des mesures restrictives sur la consommation d'énergie, puisque les sanctions, ça se traduit par des restrictions à la consommation d'énergie. Alors, on a évoqué ensemble le contenu de ce projet du Grand Reset, Roland Hureau, mais le titre de votre ouvrage, c'est « Le Grand Reset n'aura pas lieu ». Pourquoi vous pensez qu'il n'aura pas lieu ? D'abord, c'est un être volontariste. Tout le monde dit, tout le monde est résigné à ces forces mondiales. Moi, je dis non, on peut résister. Et puis, deuxièmement, il y a tellement de contradictions dans leur discours que je ne serais pas étonné que ça se casse... que ça se casse le nez. Et la contradiction majeure étant qu'ils ont un projet social-démocrate. Malheureux, c'était un disciple de Rocard. Ils veulent faire du social tout en maintenant le capitalisme libéral. Ce discours est totalement contradictoire. Ce qui est aussi contradictoire, c'est que le modèle social-démocrate suédois qui est encensé dans ce livre, les Suédois n'ont absolument pas tenu compte des consignes de l'OMS à confiner lors de la crise du Covid. Il y a un autre aspect, c'est que si vous regardez bien, ce qu'ils proposent comme modèle, c'est la France. Beaucoup de dépenses publiques, un bon taux de chômage, et puis économie d'énergie, énergie alternative, etc. Mais ils se gardent de citer la France. D'abord parce qu'on sait que la France va mal en appliquant toutes ses recettes, et deuxièmement parce que, alors ils citent la Nouvelle-Zélande qui est à peu près au même point que nous, quoi, et qui est peut-être quelques autres. Oui, mais la Suède a toujours été sur l'indépendance. La Suède, par exemple, garde la retraite à 62 ans. C'est pas un pays archaïque, la Suède. Alors qu'on nous dit tous les autres pays d'Europe, ils passent à 64 ans, 65 ans, donc les Suédois sont à 62 ans. Ils n'ont pas l'intention d'en changer. Donc il faut le savoir. Ceci dit, je ne crois pas que les Suédois soient un modèle. Mais ce qui m'amuse, c'est qu'au fond, une grande partie de leurs idées, ils pourraient les illustrer par ce qui se passe en France. 2 obstacles. Premier, tout le monde sait que la France va mal. Et deuxièmement, au fond, ils n'aiment pas la France. Je veux dire, ça reste une ambiance anglo-saxonne. On fait comme si les Français n'existaient pas, vous savez. Ils sont trop catholiques, les Français, non ? Et voltairien, et imaginatif, et imprévisible. Ils ont fait une révolution, il faut pas se méfier d'eux. Les catholiques et révolutionnaires, c'est un pays... C'est trop complexe, ils ont des idées simples, et nous sommes trop complexes. Mais il y a une hostilité sournoise à l'Europe, aux États-Unis, pas tout le monde, je vous le disais. Leur intérêt, c'est pas qu'elle descende au zéro, mais au moins qu'elle soit un petit peu décrochée. Et il y a une hostilité particulière à l'égard de la France, mais elle n'est jamais ouverte. Vous avez des francophiles, vous avez l'actuel secrétaire d'État Blinken qui aime la France, qui a vécu en France. Donc il ne faut pas généraliser, il faut pas voir. Mais il y a des forces profondes aux États-Unis. On considère que l'État national le plus résistant, c'est la France. Donc si on veut casser le principe de l'État national, il faut casser la France. Commence par la Russie. En commençant par faire élire un président de la République qui partage ce dessein. La Russie se rend compte qu'ils n'y arriveront pas. Et là, ça les désespère. Et parce que le plan, au départ, c'était pas l'Ukraine. Enfin, c'était de casser la Russie en différentes composantes et de leur introduire notre modèle de démocratie, qui est à peu près d'ailleurs ce qui existe en Russie, avec la Gay Pride en plus, quoi. La Russie prouvera qu'elle est démocratique. Le jour où il y aura tous les ans la Gay Pride autour de la place rouge. Bon, on en est au niveau des symboles. Sinon, la Russie, c'est aujourd'hui un régime capitaliste, c'est plus un régime communiste, et c'est un régime oligarchique parce qu'il y a les oligarques qui contrôlent tout. Mais nous aussi. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Roland Hureau, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Grand Reset n'aura pas lieu, que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci de nous avoir suivis. Merci également de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo, de nous laisser vos commentaires et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à tous et à bientôt. Et à vous aussi, monsieur. Merci. Mais merci, cher ami. Au revoir.